Bonjour et bienvenue. Je vais vous parler dans cette vidéo, pendant les quelques minutes à venir, d'une relation étroite entre l'alimentation et notre santé. Est-ce que vous connaissiez la face cachée de notre alimentation d'aujourd'hui? Saviez-vous que vous êtes seul acteur de votre bien-être et de votre santé? Saviez-vous que votre organisme est fait pour durer 120 ans? Malheureusement, notre nourriture est devenue industrielle et dangereuse. La réalité, c'est que nos aliments ne valent plus ce que consommaient nos grands-parents à notre âge. Pour preuve, plus de 80% des aliments que nous mangeons quotidiennement ont subi un processus industriel et un traitement chimique avant d'arriver dans notre assiette. Les maladies modernes, qu'on appelle aussi les maladies de civilisation, comme le cancer, l'obésité, le diabète, l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'arthrose, les maladies cardiovasculaires et autres pathologies en tout genre sont en très grande partie dues à notre alimentation malsaine et déséquilibrée. Le but de cette présentation est de vous avertir de dangers alimentaires, de vous sensibiliser et de vous informer face aux dangers souvent méconnus des aliments qu'on consomme au quotidien, et aussi de vous proposer des solutions et des alternatives afin de rester en bonne santé. Voyons ce qu'il y a dans notre alimentation moderne et ses effets néfastes sur notre santé. Quelle est l'importance des nutriments de l'alimentation pour la santé? L'alimentation a une place fondamentale dans notre existence. Elle est indispensable à notre survie. Elle devait normalement apporter les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Hippocrate, un médecin grec de l'Antiquité, né en 460 avant Jésus-Christ, et qui est considéré encore aujourd'hui comme le père de la médecine moderne, a dit que ton alimentation soit ton seul médicament. C'est-à-dire que l'alimentation est la base et en même temps la clé essentielle de la santé. Thomas Edison, inventeur du phonographe en 1903, a dit que le médecin du futur ne donnera pas des médicaments et formera ses patients à prendre soin de leur corps, à la nutrition, aux causes et à la prévention des maladies. Voici une anecdote de la médecine traditionnelle. Tu sais comment ça se passe, la médecine en Chine, non? 4 fois par an, toute la famille va voir le médecin. Le type les soigne, c'est-à-dire qu'il cherche chez les gens en bonne santé les points faibles qui pourraient devenir des maladies plus tard. Il leur fait des points d'acupuncture, il leur donne des plantes, des corrections de régime, il rééquilibre la machine, on le paye et on s'en va. Pour eux, c'est ça la médecine. C'est empêcher qu'on tombe malade. Par contre, si quelqu'un tombe malade, alors là, le médecin doit venir chez lui, le soigner, et pour ça, on le paye pas. Parce que ça, c'est pas de la médecine. Ils disent que soigner la maladie quand elle est là, c'est comme si on se mettait à fabriquer des armes après avoir déclaré la guerre. Ou à creuser un puits quand on a soif. Ça marche pas, fallait y penser avant. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien parce que c'est les bien portants qui le payent. Les malades, ça lui bouffe son temps, ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Espérons un jour avoir des médecins qui nous aideront vraiment à améliorer notre santé, sans être malades pour autant. Voyons maintenant de quoi notre corps a besoin. Dans notre corps, il y a 100 000 milliards de cellules, et ces cellules ont besoin de l'eau, d'oxygène, des vitamines, des sels minéraux, des acides gras essentiels, du glucose et des protéines, qui sont des nutriments nécessaires à leur santé et leur survie. Aujourd'hui, il faut d'abord savoir que depuis 1950, le régime alimentaire des populations occidentales s'est dramatiquement appauvri. Les légumes et les fruits frais consommés aujourd'hui n'ont plus la même richesse nutritionnelle qu'autrefois. Une équipe de chercheurs canadiennes a fait une étude sur 25 fruits et légumes et ont vu que 80% de leur teneur en calcium et en fer déclinait en général. On pense que la nourriture achetée au magasin est bonne, et cela malgré tout ce que l'on peut entendre de négatif dans les médias, telles que les conditions d'élevage, ou encore l'agriculture moderne enrichie de produits chimiques. L'alimentation aujourd'hui, qui est riche en graisse, en aliments de forte densité énergétique, et qui est aussi le plus souvent dénaturée vue de nutriments essentiels, comme les vitamines et minéraux.
Cette alimentation n'est certainement pas compatible à nous apporter tous les éléments nutritifs que notre organisme a besoin pour fonctionner de façon optimale. Les vitamines et minéraux interviennent dans bon nombre de réactions biochimiques et leur rôle est donc primordial dans notre organisme. Plusieurs études montrent aujourd'hui la faiblesse des fruits et légumes aux nutriments. Regardez ce tableau d'études comparatives sur les minéraux et vitamines réalisé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Regardons les chiffres de la dernière colonne. On s'aperçoit que tous les fruits et légumes qui sont repris dans ce tableau ont perdu leur qualité nutritionnelle en minéraux et vitamines durant ces dernières décennies. Les exemples les plus flagrants sont: la banane a perdu 95% de sa vitamine B6 et 79% de l'acide folique, qui est la vitamine B9. La vitamine C de la fraise a quant à elle perdu 87% de ses bienfaits. Le magnésium des carottes, qui a diminué de 75%. Le brocoli a perdu 73% du calcium et 62% de l'acide folique. Selon une étude menée au Canada en 2012 et publiée par The Globe and Mail, le premier quotidien du pays, dans les années 50, pour satisfaire nos apports journaliers recommandés en vitamine A, il était suffisant de manger une banane, une orange et une pêche. Aujourd'hui, il nous faut 5 bananes, 10 oranges et 26 pêches pour avoir la même dose en vitamine A. Nos aliments sont devenus des coquilles vides de nutriments. Ils remplissent le ventre, mais ne nourrissent pas. Le manque de nutriments dans notre alimentation contrarie notre performance. Mais la question qui se pose: quelles sont les causes de ces pertes nutritionnelles? Pendant plusieurs années, l'agriculture intensive a épuisé et continue d'épuiser les sols autrefois riches en minéraux par, premièrement, l'utilisation abusive des pesticides, qui sont des produits chimiques utilisés pour protéger la culture. Il y a 3 types de pesticides. Les insecticides, pour tuer les insectes. Les fongicides sont des substances conçues exclusivement pour éliminer ou limiter le développement des champignons et des moisissures. Et le troisième, ce sont des herbicides utilisés pour éliminer les mauvais arbres. Ces pesticides sont un grand danger pour la santé publique, car on les trouve dans nos assiettes pour finir dans notre corps. Deuxièmement, les excès d'engrais chimiques permettent d'obtenir un grand rendement agricole, augmentent la vitesse de croissance des plantes et diminuent proportionnellement le temps de fixation des micronutriments, et sont responsables d'une pollution massive des sols et de l'eau. Et troisièmement, des temps de culture toujours plus courts, et les légumes et fruits cueillis avant maturité pour faciliter le transport et le stockage, ce qui diminue proportionnellement le temps de fixation des micronutriments. Certes, nous avons des fruits de plus en plus beaux et de plus en plus gros, mais avec de moins en moins de vitamines et minéraux. C'est pourquoi, depuis 1950, de nombreux chercheurs constatent, à travers plusieurs études, que le taux nutritionnel dans certains fruits et légumes sont en baisse. Les sols européens ont perdu 72% de la teneur en minéraux, le chiffre qui tend à croître avec le temps. Il faut savoir que la qualité du sol fait la qualité des racines, et c'est la qualité des racines qui fait la qualité des fruits. Tant que les sols ne sont pas de bonne qualité, les fruits et légumes ne le seront jamais. Je vais vous laisser voir les 2 reportages suivants. Le premier sur les pesticides et le deuxième reportage sur l'utilisation d'un produit chimique, le Smart Fresh, qui bloque la maturation des fruits et légumes pour les conserver plus longtemps et facilement. Regardez. Fongicides, insecticides, herbicides, les pesticides sont utilisés en agriculture pour lutter contre des organismes nuisibles aux cultures. Résultat, des résidus de pesticides sont présents dans les fruits et légumes que nous mangeons tous les jours. De quoi préoccuper les consommateurs. Il y a des saisons pour les choses et quand on mange des tomates de Provence au mois de février, à mon avis, elles n'arrivent pas toutes seules. C'est évident que c'est des cochonneries qui ne sont pas bonnes à manger. Quand je peux, j'essaye d'acheter en non traité, quand je peux avoir l'information. Mais voilà, je trouve que ça manque encore, on pêche encore un peu là-dessus. Alors comment éviter d'avaler trop de pesticides? Nous avons posé la question à un spécialiste, François Veillerette, porte-parole de l'association Génération Future. Quels fruits et légumes contiennent le plus de résidus de pesticides?
On va en trouver plus fréquemment sur les légumes feuilles, comme toutes les salades. Sur le persil, on trouve également sur les haricots verts, etc. Tout ce qui est en surface, sur lequel effectivement on va projeter des fongicides, pulvériser des fongicides. Et puis les pommes, les poires, on a aussi des fraises. Les pêches, les nectarines, voilà, c'est à peu près, les framboises aussi. Parmi ces fruits et légumes particulièrement exposés aux pesticides, on trouve le fruit le plus consommé en France, la pomme. Une pomme, mais en moyenne, je crois que c'est 36 traitements dans l'année. Donc forcément, 36 traitements, ça va laisser des résidus sur la peau, parfois même dans la peau, ça pénètre un peu à l'intérieur. Alors faut-il privilégier les fruits et légumes bio? Ces fruits-là, ils sont pelables. Vous pouvez retirer les pesticides, la même chose sur les bananes. S'il y a des résidus de pesticides, ils seront en majorité dans la peau. Donc là, vous pouvez éplucher et vous débarrasser d'une grosse partie des produits. Il faut privilégier le bio d'abord sur les fruits qu'on ne peut pas peler ou qu'il vaut mieux ne pas peler pour garder les vitamines, c'est-à-dire tout cela, pommes, poires, les pêches également, il faut mieux pouvoir manger la peau, les framboises, etc. Les raisins, parce que là les raisins, on ne va pas peler les grains de raisin non plus, donc là le raisin de table, effectivement, si on peut trouver du bio, c'est toujours mieux parce qu'on bénéficie de l'absence de résidus de pesticides et on garde tout ce qui est positif dans la peau des fruits. Autre conseil pour éviter d'ingérer trop de pesticides, privilégier les fruits et légumes de saison, si possible de provenance locale. Mais les résidus de pesticides sont-ils dangereux? Les quantités qu'on retrouve peuvent paraître faibles, on va trouver quelques dizaines ou quelques centaines au maximum de microgrammes par kilo, ça peut paraître peu, mais si on compare ça avec les niveaux de ce qu'on accepte dans l'eau, c'est beaucoup plus. Et puis ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'on a une catégorie de ces pesticides qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils peuvent interférer avec le système hormonal et le perturber son fonctionnement, qui peuvent agir à des doses très faibles. D'autant plus que là, on n'a pas une seule molécule à la fois, mais on va trouver un cocktail de ces molécules, et ça pose une question spécifique sur les perturbateurs endocriniens, où là, les doses limites qui sont censées garantir une absence d'effet, finalement, ne sont plus pertinentes. Parce qu'on sait que la femme enceinte et le fœtus sont particulièrement sensibles, même à des faibles doses à ce produit-là. Certains pesticides seraient aussi cancérigènes et toxiques pour le système nerveux. Il existe bien une réglementation à l'échelle européenne, les LMR, les limites maximales de résidus de pesticides autorisés. Chaque pays est tenu d'effectuer des contrôles, mais ils sont souvent insuffisants. Dans les allées d'un verger, il y a un homme pressé. Pierre Clos a trouvé une nouvelle variété de pommes à commercialiser, rouge glamour, mais ça ne suffit pas. Pour que cela vaille le coup, il faut que ces pommes puissent se vendre pendant 10 mois après la récolte. Bonjour. Alors il n'en fait pas mystère. Il utilise ce que la chimie lui propose. Cet étonnant traitement. Alors ça, c'est un produit de conservation qui s'appelle Smart Fresh, qui permet d'optimiser la durée de vie des pommes en atmosphère contrôlée. C'est le technicien de la société qui commercialise le produit qui opère. Dans le frigo où sont stockées les pommes, il jette 2 sachets d'un conservateur surpuissant dans un simple seau d'eau. Un gaz invisible à l'œil nu se forme et se dépose sur les pommes. Quelques secondes d'opération pour un résultat beaucoup plus long. Ah là, on peut les conserver 12 mois, à partir de maintenant, sans problème. Dans le frigo, la pomme rouge glamour subit en fait un traitement hormonal. L'éthylène qu'elle fabrique naturellement, ici en verre, entraîne le vieillissement du fruit. En se fixant sur les récepteurs de l'éthylène, le Smart Fresh en bleu bloque ce processus. La pomme ne vieillit plus et Pierre Clos peut la vendre presque toute l'année. Nous avons filmé l'évolution d'une pomme traitée au Smart Fresh à gauche et celle d'une autre pomme non traitée. Au bout de 2 mois, la pomme non traitée se flétrit, tandis que l'autre ne prend pas une ride. Alors forcément, Pierre n'y voit que des avantages. Mais est-ce que ça conserve les qualités nutritives? Ah oui, tout à fait. Non, la pomme, elle ne bouge plus. À partir du moment où le produit est appliqué, qu'elle est en atmosphère contrôlée, au moment où on va la sortir, elle sera pareille qu'à l'entrée. Le panneau suggère que le gaz est dangereux à inhaler, mais le discours, lui, rassure.
Le produit conserverait même les vitamines contenues dans les fruits pendant 1 an. Une information que nous allons tenter de confirmer auprès de la société qui commercialise le Smart Fresh. Une filiale de l'américain Dow Chemical, premier fabricant au monde de pesticides. Nous sommes désolés, en fait, je ne souhaitais pas participer et je suis désolée de vous confirmer qu'on restera sur cette décision. Vous pouvez m'expliquer un petit peu plus pourquoi vous ne voulez pas participer? Ça fait partie de notre politique. En cherchant encore, nous découvrons qu'une seule étude indépendante sur le Smart Fresh a été publiée. Et loin d'ici, à Sydney, en Australie, il y a 8 ans, les pomiculteurs australiens se demandent si le Smart Fresh n'altère pas le goût de leurs fruits. Pour analyser le produit chimique, ils font appel à un chercheur, le docteur Stephen Morris. Ses conclusions vont au-delà des craintes des agriculteurs. Certains des nutriments, comme les vitamines C, les vitamines A, les antioxydants et les polyphénols, tous ces nutriments qui sont bons pour la santé et qui aident à lutter contre le cancer chutent considérablement. À cause de ce produit, les pommes ont perdu leur goût et leur qualité. Selon lui, après 1 mois de stockage, la pomme perd 25% de sa valeur nutritive. Au bout d'1 an, c'est un fruit vide. Comme vous venez de voir, les pesticides sont vraiment un grand danger pour nos santé. Car ce qui intéresse l'agriculture d'aujourd'hui, c'est l'aspect visuel des fruits et légumes. Et c'est la seule chose qui est privilégiée sur tout le reste. Regardez cette photo, d'un champ de fraises en Espagne. Ce qui est marrant sur cette photo, c'est qu'on vous interdit d'entrer à cause des pesticides, mais on vous autorise à manger ces cochonneries. Voici ce qui est important à savoir avant d'acheter vos fruits et légumes. Les 12 fruits et légumes les plus pollués selon l'étude européenne: les pêches, les pommes, poivrons, céleri, nectarines, fraises, cerises, choux frisés, laitues, raisins, carottes et poires. Une personne qui consomme les 12 fruits et légumes les plus contaminés ingurgiterait en moyenne des pesticides par jour. Voici les 15 fruits et légumes les moins contaminés: les oignons, avocats, maïs doux, ananas, mangue, asperges, petits pois, kiwi, chou, aubergines, papaye, pastèque, brocoli, tomates et patates douces. Manger les 15 fruits et légumes les moins contaminés exposerait une personne à moins de 2 pesticides par jour en moyenne. Nos habitudes alimentaires aujourd'hui sont très mauvaises, car notre alimentation comporte fréquemment des aliments riches en gras, en sel, en sucre, et pauvres en fruits et légumes de qualité. Les effets de la mauvaise alimentation et des produits chimiques qui s'accumulent au fil des années dans notre corps entraînent un vieillissement prématuré de l'organisme. La capacité du corps à s'auto-guérir s'affaiblit avec le temps et les maladies apparaissent souvent vers la quarantaine et la cinquantaine. Comment? Voyons ce qui se passe au sein de nos cellules. Voici une représentation simplifiée d'une cellule. On voit les parois cellulaires, la membrane de la cellule, le noyau qui renferme le matériel génétique et la mitochondrie qui est un central de production de l'énergie. Pour vivre, notre corps a besoin de produire de l'énergie en permanence. Et pour produire de l'énergie, les mitochondries utilisent de l'oxygène pour transformer le glucose et les graisses en énergie. Mais lors de cette production, des toxines sont libérées. C'est ce qu'on appelle des radicaux libres, qui sont des déchets provenant de l'oxygène utilisé lors de la combustion. Ces toxines sont des substances toxiques pour notre organisme. Ce sont des molécules instables et hautement réactives, représentées par les billes sombres, qui vont causer des dommages sur notre organisme comme la rouille sur le métal d'une auto. Ces radicaux libres sont normalement captés ou neutralisés par des antioxydants représentés par les billes vertes. Notre organisme dispose d'un système de défense composé des enzymes destructeurs de ces radicaux libres. Ces enzymes destructeurs, pour un bon fonctionnement et pour qu'ils puissent jouer leur rôle principal, ont besoin des minéraux, qu'on appelle aussi des oligo-éléments, comme le cuivre,
le manganèse, le zinc, le sélénium et le magnésium. Une deuxième catégorie d'antioxydants qui vont neutraliser ces particules extrêmement agressives. Ce sont les vitamines fournies par l'alimentation. D'autres éléments sont aussi derrière la formation des radicaux libres, comme la pollution atmosphérique, le tabagisme, le rayonnement ultraviolet, l'excès d'alcool, la pollution à l'intérieur des maisons comme des bougies parfumées et des désodorissants, les sapins parfumés dans les voitures. Les ondes électromagnétiques sont nombreuses comme les ondes radio, les GSM, les antennes GSM, le Wi-Fi, radiation et ionisation venant d'examens d'imagerie médicale, les micro-ondes et autres ondes électromagnétiques. Le sport intensif, le stress émotionnel qui peut avoir un impact sur notre santé mentale et physique. Le stress peut agresser notre organisme aussi gravement que les produits chimiques les plus toxiques, les pesticides, qu'on vu précédemment, les additifs alimentaires. On les trouve partout comme des agents de conservation, des colorants et autres, dont certains d'entre eux ont même la lugubre capacité de commencer à détruire votre système nerveux, votre système immunitaire, voire même de faire baisser votre vue. Les additifs de nos jours pourraient représenter un danger encore plus grand. Toutes ces conditions mènent à la création d'un déséquilibre provoqué par une production exagérée de radicaux libres. Ces derniers se comportent comme des missiles qui bombardent et endommagent à longueur de la journée les organes et les constituants de la cellule, comme les protéines, les graisses des membranes, les mitochondries et l'ADN. Dans notre corps, nous aurons plus de radicaux libres que d'antioxydants. Et ce déséquilibre est appelé le stress oxydatif. Lorsque l'équilibre entre radicaux libres et antioxydants est rompu, des dommages cellulaires apparaissent suite aux attaques répétées de ces radicaux libres. Les cellules vieillissent plus rapidement et les maladies chroniques peuvent commencer à s'installer. Aucun organe n'est à l'abri des radicaux libres. Certains même sont particulièrement sensibles. Les scientifiques savent maintenant que les radicaux libres jouent un rôle majeur dans le processus de vieillissement, aussi bien dans le début d'un cancer, d'une maladie cardiaque, de l'arthrite et probablement les allergies et une foule d'autres maux. Le lien existant entre les radicaux libres et les maladies de vieillissement est une découverte très importante. Le saviez-vous? 65 à 70% de la population a un niveau de stress oxydatif très élevé, dû à un excès de radicaux libres. Ce stress altère nos cellules et entraîne de nombreuses maladies. Elle est admise aujourd'hui que le stress oxydatif est impliqué dans plusieurs pathologies. On peut en dénombrer plus de 200. À quoi s'attaquent les radicaux libres? Les radicaux libres attaquent le cerveau, les yeux, les poumons, les articulations, les vaisseaux, attaquent de multi-organes, les reins, le tube digestif, le cœur et la peau. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Les radicaux libres attaquent notre cerveau continuellement et sont impliqués notamment dans la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Les radicaux libres attaquent également dans les tissus des yeux, notamment la rétine et le cristallin, provoquant des cataractes ou la dégénérescence de la rétine liée à l'âge. L'accumulation des radicaux libres dans les articulations traduit un processus dégénératif responsable de l'arthrose. L'arthrose se manifeste souvent dès la cinquantaine. Aujourd'hui, elle touche également les personnes de moins de 50 ans. L'arthrose est une forme d'usure des articulations qui peut toucher de nombreuses articulations, en particulier celles du genou et de la hanche, les articulations des mains, des épaules et de la colonne vertébrale. Elle est due à la destruction du cartilage par les radicaux libres, laquelle est responsable de la gêne articulaire et la perte de souplesse de l'articulation. Les radicaux libres induisent également dans les articulations un processus inflammatoire responsable de certaines arthrites aiguës ou chroniques. Les radicaux libres agressent toutes nos cellules, en particulier leurs membranes et leur code génétique, ce qui peut à terme provoquer une mutation et la formation de cellules cancéreuses. La plupart des études épidémiologiques exécutées entre 1980 et 2000
indiquant plus l'apport naturel en antioxydants est bas, plus le risque de développer des maladies cardiovasculaires et cancers est élevé. Les facteurs nutritionnels sont impliqués dans le développement de près d'un tiers des cancers. Mais d'après le professeur Henri Joyeux, cancérologue français, un cancer sur deux provient d'une mauvaise habitude alimentaire. En Belgique, en 2009, 27 210 personnes ont perdu la vie. En 2011, le nombre de nouveaux cas de cancer enregistrés s'élevait à 64 301. En 2013, le nombre de nouveaux cas de cancer enregistrés s'élevait à 65 487. Le cancer est la deuxième cause de mortalité en Belgique. En France, le cancer est devenu la première cause de mortalité. 149 500 décèdent en 2015. 385 000 nouveaux cas de cancer estimés en 2015. Près de 130 000 cas de cancer dus à une mauvaise habitude alimentaire et une alimentation déséquilibrée. Les maladies cardiovasculaires. Le cœur et les artères ne sont pas épargnés. Les radicaux libres sont impliqués dans la formation de la plaque d'athérome qui se forme par l'oxydation du mauvais cholestérol par les radicaux libres. Cette formation de plaque qu'on appelle athérosclérose est une maladie inflammatoire de la paroi artérielle située à l'intérieur des vaisseaux sanguins, reconnue comme principal facteur des maladies cardiovasculaires. L'oxydation du mauvais cholestérol par les radicaux libres va provoquer un rétrécissement des artères par un dépôt de plaques de cholestérol. Ce dépôt qui va gêner la circulation sanguine jusqu'à ce que le sang a de plus en plus de mal à passer. Les tissus souffrent du manque d'oxygène et la douleur apparaît au moindre effort. C'est un symptôme d'une crise cardiaque. La crise cardiaque, également appelée infarctus de myocarde ou thrombose coronaire, se produit lorsque le muscle cardiaque est abîmé par manque d'oxygène. Une crise cardiaque se produit généralement lorsqu'un caillou de sang se forme suite à une fissure de la plaque d'athérome et provoque la coagulation du sang, bloquant ainsi l'alimentation sanguine de votre cœur, ou lorsqu'une plaque d'athérome se détache et provoque l'obturation de l'artère coronaire, artère qui irrigue le cœur. Les deux photos à droite. En Belgique, les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité. 31 000 personnes perdent la vie chaque année. En France, les maladies cardiovasculaires sont les 12e causes de mortalité. En 2015, 150 000 personnes sont décédées. Quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire les plus connus et les plus dangereux? Le tabagisme fait partie des éléments qui sont aussi derrière la formation des radicaux libres. Plus que 2 800 000 personnes qui fument en Belgique, ce qui représente 25% de la population. Les gens qui fument ont un risque d'accident cardiovasculaire 3 fois plus élevé. L'hypertension. Dans les pays industrialisés, la fréquence de l'hypertension avoisine 20%, ce qui représente au niveau de la Belgique près de 2 millions de personnes et en France, 14,4 millions de sujets sont hypertendus. Un des risques de l'hypertension, c'est le rétrécissement des artères par la formation des plaques d'athérome, provenant de l'oxydation du mauvais cholestérol. Plus la tension artérielle est élevée, plus la probabilité de problèmes cardiovasculaires est importante. Le risque de développer de problèmes cardiovasculaires est 2,5 fois plus élevé. Pour le cholestérol et le diabète, je vais en parler par la suite. La sédentarité, qui est aussi une cause de problèmes cardiovasculaires. En Belgique, entre 4 millions et 5 400 000 personnes n'ont pas suffisamment d'activité physique. En ce qui concerne l'obésité et le surpoids, plus de 3 300 000 personnes qui sont en surpoids ou franchement obèses. Sans oublier le stress chronique, dépression, stress professionnel, problèmes de couple, soucis financiers, etc. Le risque de développer de problèmes cardiovasculaires est de 2,2 fois plus élevé. Les sujets diabétiques présentent un risque d'accident cardiovasculaire 3 fois plus élevé que les sujets non diabétiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 347 millions de personnes sont diabétiques dans le monde.
En Belgique, plus de 500 000 personnes souffrent de diabète. Entre 2001 et 2011, le nombre de diabétiques est passé de 319 000 à 542 000, soit une augmentation de près de 70%. Un Belge sur 20 souffre aujourd'hui de cette maladie. Cette hausse est observée dans toutes les catégories d'âge, y compris chez les enfants et les jeunes. Le nombre de diabétiques a presque doublé en 10 ans. Près de 10 000 enfants et jeunes de moins de 25 ans souffrent déjà de la maladie. Le nombre de patients diabétiques augmente chaque année d'un peu plus de 5%. Si cette tendance perdure, plus d'1 million de personnes souffriront du diabète en 2030. En France, on estimait à plus de 3,5 millions le nombre de personnes atteintes. Des chiffres qui pourraient doubler d'ici 20 ans si l'on n'adopte pas un mode de vie plus sain. Le diabète de type 2, qui représente 80-90% des cas de diabète, peut en effet être évité et combattu en grande partie si nous adoptons massivement un mode de vie plus sain. Voici les causes principales du diabète à éviter pour ne pas avoir cette maladie. Le surpoids, l'obésité, la mauvaise alimentation et la sédentarité. L'hypercholestérolémie se caractérise par un taux trop élevé de cholestérol LDL, ou de ce qu'on appelle le mauvais cholestérol dans le sang. L'hypercholestérolémie constitue un facteur de risque essentiel pour l'athérosclérose des vaisseaux, et tout particulièrement pour la maladie coronarienne. Des complications souvent graves peuvent survenir, même chez les individus plus jeunes. Malheureusement, elle est le premier indicateur d'un infarctus ou d'un AVC. La présence d'un risque d'accident cardiovasculaire est 4 fois plus élevé chez les personnes qui ont un taux élevé de mauvais cholestérol dans le sang. En Belgique, dans la tranche de population âgée de 35 à 84 ans, environ 5 500 000 individus, il y a environ 1 700 000 personnes dont le risque de faire un accident cardio ou cérébrovasculaire majeur dans les 10 ans excède 15%. Ce risque excède 30% pour 350 000 d'entre eux. En France, 12 millions de personnes ont un taux de cholestérol LDL. Une alimentation équilibrée, pauvre en graisse et riche en antioxydants, ainsi que la pratique d'une activité sportive régulière peuvent prévenir l'excès de mauvais cholestérol. Mieux vaut prévenir que guérir. Je vais vous parler maintenant des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Un accident vasculaire peut être provoqué par l'obturation d'un vaisseau sanguin par un caillou de sang ou par la formation de la plaque d'athérome au niveau des carotides. Les carotides, ce sont les 2 artères situées au niveau du cou, ce qui entraîne une baisse de la circulation sanguine et irriguant le cerveau. Donc l'oxygène ne parvenant plus au cerveau, causant malaise ou perte de connaissance. C'est ce qu'on appelle un AVC ischémique, qui représente 80% des cas. Elle peut aussi être due à une rupture d'un vaisseau sanguin à l'intérieur du cerveau, entraînant une hémorragie. C'est l'AVC hémorragique. L'AVC ne concerne pas seulement les personnes âgées, mais aussi des personnes plus jeunes. 10% des victimes d'AVC ont moins de 45 ans. En Belgique, l'accident vasculaire cérébral est la 3e cause de mortalité. 20 000 personnes sont victimes d'un AVC. 9 000 meurent en disant l'année, 6 000 seront invalides. C'est la première cause d'handicap. En France, les accidents vasculaires cérébraux touchent entre 145 000 à 150 000 personnes par an. Et c'est près de 32 000 personnes décèdent. En Suisse, l'infarctus de myocarde et l'AVC constituent la première cause de mortalité. Selon le plus éminent nutritionniste au monde, le professeur Willett, de l'université de Harvard, la majorité des maladies modernes sont liées à l'alimentation. D'après les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, 70% de toutes les consultations médicales sont attribuées à de mauvaises habitudes alimentaires. 70% des décès précoces sont attribués au cancer, problèmes cardiaques, hémorragie cérébrale, diabète de type 2,
60 à 80% de ces décès sont attribués à de mauvaises habitudes alimentaires. Donc, afin de combler le manque des vitamines et minéraux, dans le but de la prévention et du non-développement des maladies chroniques, comme nous venons de voir plus haut, la bonne solution est de donner à votre corps la portion quotidienne complète et naturelle dont il a besoin en vitamines et en minéraux qui manquent dans notre alimentation d'aujourd'hui. Cet apport nutritionnel va aider votre corps à stopper la destruction chaque jour de milliers de cellules à cause des radicaux libres, afin de prévenir les maladies et d'assurer un vieillissement naturel de votre organisme. Sans oublier de s'hydrater convenablement et de pratiquer une activité physique régulière afin de vivre longtemps et en bonne santé. Maintenant que vous êtes informé des dangers de notre alimentation moderne et de ses effets néfastes sur notre santé, allez-vous informer les personnes que vous aimez, votre famille, vos amis, vos collègues de travail et autres qui vont eux aussi informer leur entourage et ainsi de suite? Ou allez-vous croiser les bras et ne rien faire? Souhaitez-vous connaître la solution qui vous permettra, ainsi que les autres personnes, d'éviter de tomber dans le piège des traitements médicaux inutiles ou dangereux et de préserver votre santé pour le long terme? Notre objectif est de faire découvrir ces solutions à toutes les personnes qui veulent améliorer leur vie et celle de ceux qui leur sont chers. Vous trouverez ces solutions exposées dans la vidéo précédente. Merci pour votre attention.